Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet que beaucoup de gens ont l'air d'oublier, parce que quelquefois il y a des gens qui me contactent en me disant voilà Eric, je voulais acheter mon premier appareil photo, j'ai tant de budget, et voilà donc j'ai pensé cet appareil avec l'objectif. Mais ils oublient un truc, les coûts cachés, ce qu'on t'a pas raconté, des choses qui vont faire que ton budget, ben, ça va peut-être pas le faire. Donc je vais te parler de ça pour que tu puisses optimiser ton budget le mieux possible pour ce premier ou deuxième appareil photo. Mais avant, je vais remercier à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Cependant, si tu n'avais pas jusqu'à la fin, je te donne 2 points très importants. Le premier, beaucoup veulent se former et profiter de leur CPF, le compte personnel de formation, et me disent je vais me former quand je serai à la retraite. Alors n'oublie pas, si tu veux utiliser le CPF, il faut que tu t'inscrives avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, oui, tu peux faire la formation à la retraite si tu t'étais inscrit avant ton départ en retraite. Et autre point important, je le dis depuis très longtemps, mais enfin les gens n'ont pas l'air encore de le savoir, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, elle est appliquée depuis le 1er mai 2024, et pourtant les rumeurs courent toujours qu'il faut payer 30% de sa poche en plus du CPF, chose complètement fausse puisqu'il suffit de rajouter 100 € à ton pécule CPF. D'ailleurs les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo, je te laisse. Le téléphone d'Arvia qui est gratuit, quand tu les appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, il y a bien longtemps, comme tu vas sûrement l'imaginer quand je vais dire de quoi il s'agit, eh bien, je passais mon permis de conduire et j'avais donc juste 18 ans et j'étais en train de dire au moniteur « Ah, c'est quand même cher un permis de conduire ». Et je me souviens qu'il m'avait répondu « Eric, c'est rien ça. Tu vas voir, quand tu vas avoir ta propre voiture, tu vas payer l'assurance, tu vas payer l'essence, tu vas payer l'entretien, tu vas comprendre ce que ça veut dire cher. » Et en fait, je me rends compte qu'en photographie, c'est la même chose. Beaucoup de gens se font leur petite idée sur le tarif de leur premier appareil photo et le kit et tout ça, et pensent que ça va être bon. Et après arrive donc l'assurance, l'essence, tout ça, ce qui correspond à un véhicule, la même chose en version appareil photo. Donc je vais te donner 10 coûts supplémentaires, cachés pour certains, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils existaient. Certains sont optionnels, mais dans l'ensemble, tôt ou tard, tu as besoin de tous. Voilà, donc je vais dire les premiers qui sont indispensables, et on va finir par les plus optionnels. Mais on attaque de suite. Quand tu vas faire tes photos, tu reçois ton appareil photo, tu l'allumes, tu vas faire la photo, et pas de chance, ça dit que ça ne peut pas conserver la photo. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de carte mémoire. Donc il faut absolument que déjà tu vas rajouter à ton premier achat une carte ou plusieurs cartes mémoire. Alors attention avec les cartes mémoire, il y a une règle qui est toute bête. Quand elles sont pas chères, il y a un problème. Il faut absolument que tu prennes de bonnes marques. Lexar, SanDisk, Kingston, il y a aussi Angelbird qui est aussi assez connu. Mais ne va pas sur des marques exotiques dont personne n'a jamais entendu parler et méfie-toi du prix. Si c'est vraiment un prix qui est super bas, c'est un problème, souvent. De toute façon, sur le mode d'emploi de ton appareil photo, normalement, il y a une liste de cartes mémoire recommandées. Et attention, où tu achètes. J'ai vu beaucoup de gens qui ont acheté des cartes mémoire de marques connues sur eBay et en fait c'était falsifié. Donc fais attention, n'achète pas ta carte n'importe où. Il n'y a pas de miracle. Si une carte elle vaut 30 €, elle vaut 30 €. Quand tu la vois à 8 €, eh bien il y a forcément un lézard. Voilà, c'est aussi clair que ça. Ne crois pas au miracle, les miracles n'existent pas. En tout cas pas en photographie. Important aussi. T'as remarqué, il y a une petite batterie dans ton appareil photo. Ouais. Mais il n'y a pas toujours un chargeur. Il est où ce chargeur? Il est où ce chargeur? Eh bien, les 3/4 des marques ont viré les chargeurs. Quelquefois, ils te mettent encore un câble USB-C. Mais bon, il n'y a plus de chargeur. Alors, quelques marques le mettent encore. Mais dans l'ensemble, il n'y en a plus. Donc, il va falloir que tu utilises ton chargeur de smartphone ou acheter un chargeur. Alors, c'est pas forcément pratique de partager ton chargeur entre ton smartphone et ton appareil photo. Donc, oui, il va falloir prévoir acheter un chargeur. Autre chose, tu es en pleine journée, tu es en train de faire tes photos, tu te promènes et tout ça, paf, la batterie se termine. Que fais-tu? T'attends de rentrer à la maison pour charger la batterie? Non, il te faut une deuxième batterie ou une troisième batterie, suivant l'intensité de ton utilisation. Donc, ça aussi, il faut prévoir ça. Alors, il y a plusieurs types de batteries. Il y a les batteries, ce qu'on appelle originales, c'est-à-dire de la même marque, le même fabricant que ton appareil photo, ou les clones. Alors, moi, je recommande toujours de prendre une originale. Mais si ton budget ne te le permet pas, tu peux aussi prendre des clones. Par exemple, moi sur mes Lumix, j'ai des originales plus des clones. Alors j'ai des Patona,
Mais c'est vrai qu'après 1 an d'utilisation, eh bien, elle dure un peu moins que les originales. Mais elle coûte le tiers du prix. Alors c'est à toi de voir. Ou tu vas claquer ton argent sur des originales et qu'elles tiennent la route aussi longtemps qu'elles doivent, ou prendre un clone en sachant que dans 1 an, une va te durer, si une dure 500 photos, l'autre elle va peut-être durer 300. Mais bon, tu as fait tes économies et tu dis, bon voilà, je ne pouvais pas prendre mieux, et voilà, c'est tout. Donc voilà, mais n'oublie pas ça. Et après les batteries, essaie de prendre des marques où il y a une bonne réputation, parce qu'il y a toujours des risques qu'il y ait une explosion de batterie, il y a du lithium dedans, qu'il y ait des fuites, des ceci, des cela. Donc n'oublie surtout pas, ne prends pas n'importe quoi non plus. Mais si tu peux te permettre, prends une batterie originale. Alors ça, c'est semi-optionnel ce que je vais te dire maintenant. C'est le point 3. C'est un sac photo. Alors il y en a qui vont dire, ah ouais, mais j'ai pas besoin de sac photo, je vais mettre toujours au-dessus du cou. Ouais, mais à un moment, il faut que tu le ranges. À un moment, il faut que tu... as peur qu'il y a un coup, il pleut, tu veux pas qu'il pleuve dessus et tout ça. Donc, prévois un sac photo. Alors, ne prends pas un sac trop petit. Beaucoup de gens font cette erreur, ils prennent juste la taille dont ils ont besoin. Résultat, dans quelques temps, ils achètent des accessoires en plus, des trucs comme ça, et ça ne tient pas dedans. Donc, il faudra acheter encore un autre sac. Mais bon, je ne veux pas te mentir, de toute façon, un photographe, au cours de sa vie de photographe, même une courte vie, hein, il y en a qui font de la photo depuis 1 an ou 2, tu finis toujours par avoir plusieurs sacs photos. Parce qu'il y a des fois où tu vas sortir avec le minimum, il y a des fois où tu vas carrément prendre tout ton bazar dans ton sac, et il faut vraiment un grand sac. Mais voilà, bon, mais prévois qu'il va falloir que tu dépenses de l'argent pour un sac photo, c'est indispensable. Partons sur le point, à mon avis, le plus cher quand il n'était pas prévu. C'est, ben voilà, tu fais tes photos, tes premières photos sur ton appareil photo numérique, tu arrives à la maison, tu les mets sur ton ordinateur, tu vas les ouvrir et surprise, mauvaise surprise, eh bien tu as des rameurs qui sont comme ça en train d'essayer de faire avancer l'ordinateur et il y a beaucoup de mal simplement parce que ton ordinateur n'a pas de puissance suffisante. Alors pour certains c'est pas trop un problème, ils disent bon moi c'est pas grave qu'il faille 5 minutes pour que la photo s'affiche, d'autres au contraire ils n'ont pas le temps d'attendre ça. Après ça dépend ce que tu vas faire sur l'ordinateur, c'est pas la même chose de consulter des photos que tu as fait avec ton appareil, regarder une version JPEG par exemple, que devoir ouvrir un software, un programme de développement de RAW qui va avoir besoin d'une puissance. Donc c'est super important de s'en rendre compte. Et ça, cette remarque, elle va aussi pour ceux qui achètent un deuxième, un troisième appareil photo avec beaucoup plus de définition, de capteurs. Et là, ça fait des fichiers beaucoup plus gros. Et pourras-tu déplacer les photos? Parce que c'est pas la même chose d'ouvrir un fichier et le regarder que de lui faire un traitement. Et là, il y a certains ordinateurs, une photo, ça peut prendre 10 minutes, et puis la même photo sur un autre ordinateur, ça prend 5 secondes. Donc c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Savoir si ton équipement informatique aura la puissance suffisante pour ce que tu veux faire. Parce qu'il y a des grosses exceptions, des gens qui ont des appareils et que l'ordinateur ne bouge pas. Il y a un petit truc quand même, actuellement les smartphones sont plus puissants que beaucoup d'ordinateurs, et quelquefois tu peux faire des choses sur le smartphone en envoyant ta photo depuis ton appareil photo que tu ne peux pas faire sur ton ordinateur, donc ça peut être une solution aussi. Autre chose importante, tu as déjà un ordinateur, mais le moniteur, cet écran que tu as, est-ce qu'il est OK pour faire de la photo? Alors je ne te parle pas d'un écran spécial pour de la photo, calibré, ceci, cela, très cher, mais il y a quand même un minimum. Une anecdote par exemple, moi je me souviens, j'avais envoyé des photos à un client, et il me dit, les couleurs sont horribles, c'est pas possible. Je dis, attends, il y a un problème là, parce que je te garantis que là, moi je suis sur un écran calibré et les couleurs sont correctes. Attends, je te rappelle. Il me rappelle 5 minutes après, il dit non, c'est bon. Là, je regardais sur l'ordinateur du comptable et ouais, c'était pas bien, mais je viens de regarder sur mon ordinateur, là, c'est bien. Ah ouais, mais il y a des mecs qui ont des ordinateurs, c'est même plus des couleurs, c'est du n'importe quoi. Ou parce qu'ils ont touché les réglages n'importe comment, ou parce que simplement c'est un vieux truc à tube cathodique qui tient plus la route, quoi. Donc, c'est important de voir si, même si tu as déjà un ordinateur, même si la puissance est suffisante, peut-être que l'utilisation que tu faisais de cet ordinateur était ofimatique ou des trucs tout bêtes ou qui n'avaient rien à voir avec devoir voir une photo de manière correcte, eh bien il va falloir que tu prévois ce changement de moniteur. Voilà, donc n'oublie pas ça. Point 6. Alors tu es content, tu as téléchargé tes photos sur ton ordinateur, très mal. On commence déjà mal. Ça veut dire quoi, ça commence mal? Ne garde jamais tes photos sur ton ordinateur. Si jamais ton ordinateur il plante, tu as tout perdu.
et ça peut arriver. Il faut absolument que tu gardes tout sur des disques externes. J'ai bien dit des, j'ai pas dit un, j'ai dit des disques externes. Il te faut minimum 2 disques externes. Un, où tu vas tout mettre les photos que tu viens de télécharger, et c'est sur celle-ci que tu vas travailler, mais avant de travailler dessus, tu vas faire une copie de sécurité sur un deuxième disque. Ça, c'est le grand minimum. Et ce qui serait correct, c'est d'avoir 3 endroits de sauvegarde. Un disque sur lequel tu travailles, un disque qui est une simple copie de sécurité, et un troisième qui peut être le cloud, donc le nuage, ou un troisième disque. Pourquoi? Parce que celui-là, tu ne vas pas le garder chez toi, tu feras une copie de sécurité de temps en temps, une fois par semaine ou de temps en temps, et là, tu le laisses chez quelqu'un d'autre. Si jamais tu avais un incendie, une inondation chez toi, ça serait un problème, ou un vol. Donc, c'est important. Alors là, tu peux avoir l'option du cloud, ça dépend des options que tu as, si tu peux payer plus ou moins, ou si c'est gratuit dans un forfait que tu as déjà quelque chose, d'Internet ou n'importe quoi, mais il faut absolument que tu travailles comme ça. Et tes photos, tu vas les avoir sur ton disque externe. Alors, tu n'as pas besoin d'acheter un disque SSD. Ils seront contents de te le vendre, mais tu n'as pas besoin de disques super rapides. Même moi, avec des fichiers de 100 millions de pixels, j'ai des disques externes normaux. Parce qu'en fait, une fois que après ça dépend de la mémoire de ton ordinateur, mais une fois que c'est chargé en mémoire, tu peux travailler la photo sans problème. Tu peux aussi, si tu as un ordinateur qui est plus rapide, qu'un disque plus rapide, tu peux copier momentanément les photos sur ton disque dur d'ordinateur, les travailler et ensuite les copier sur le disque externe. Ça, c'est possible. Mais n'oublie pas, oublie ton disque d'ordinateur pour ça. Et aussi, utilise des disques exclusivement pour la photographie. Il n'y a rien de pire que sur le disque, j'ai de la photo, j'ai les recettes de cuisine, j'ai je sais pas quoi, j'ai mes bouquins PDF, Non. Tes disques durs pour la photo sont pour la photo ou la vidéo. Mais point barre, c'est tout. Parce que ça, sinon, c'est une source de problèmes garantis. Alors, les tailles de disques, moi je recommande des disques de 2 Tera. Ne prends pas un disque de 8 Tera parce que s'il y avait un problème technique, tu perds tout. Donc, prends des disques de 2 Tera par exemple. Et surtout, quand tu en as acheté donc 2 ou 3, ne les prends pas de la même marque. Parce que si tu prends de la même marque, tu as le risque qu'ils sont de la même série. Et s'il y a eu un problème en usine, n'importe quoi, ça se trouve, ils vont planter en même temps. Donc, n'oublie pas de faire ça, d'avoir des disques de marques différentes pour être sûr que s'il y a un problème technique dû à l'usine, à la fabrication, ça ne plante pas tout en même temps. Et autre chose, n'oublie pas que les copies de sécurité, tous les gens qui font des copies de sécurité, c'est parce qu'un jour, ils ont tout perdu. Et les gens qui ne font pas de copie de sécurité, c'est qu'un jour, ils perdront tout. Donc, n'oublie jamais cette phrase. Arrivons au point numéro 7, le software, c'est-à-dire les programmes sur ton ordinateur. Oui, il va bien falloir organiser ces photos ou développer les RAW ou tu veux retoucher les photos, il va falloir quelque chose. Alors il y a plusieurs options. Il y a des options gratuites, par exemple le Darktable, le RAW Therapy qui vont te permettre de faire du développement de RAW et sur le software qui est gratuit, ou des payants. Alors certains vont me dire, mais pourquoi prendre du payant s'il existe du gratuit? Après, c'est une question de goût. Moi, perso, je trouve que l'organisation l'écran, comment c'est présenté tout ça de ces softwares gratuits comme Darktable, pardon, moi je trouve pas ça pratique, je trouve que c'est pas bien pensé, bien que les résultats sont excellents. Mais après c'est une question de goût. Moi je préfère payer, avoir un truc que tu sois à ta main. Après c'est une question de goût. Alors les payants, il y a quoi? Il y a un peu de tout. Il y a Luminar dont je parle souvent. J'en profite, petite parenthèse, j'ai des liens en description avec Luminar Neo. Et à partir aussi avec Eric 10, tu as 10% de remise en plus des offres qu'ils ont. Donc si jamais tu l'achetais, même si tu vois une super offre à genre 60, 50, 80% de remise qu'ils font de temps en temps, rajoute quand même au code, ça sera encore moins cher pour toi. Et puisque j'y suis, il y a des liens affiliés en description, donc profites-en et je te remercie de l'utiliser. D'ailleurs, si tu achetais chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, bien ça me file un coup de main. Il y a un code promo à côté qui case, bon c'est complètement compatible, d'ailleurs je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Donc 1000 merci. Donc je parlais à Luminar, donc il y a Affinity Photo par exemple, il y a aussi DxO, il y a la suite d'Adobe, il y a Capture One de Phase One, enfin il y a pas mal d'options. Il y a des prix, il y a un peu de tout. Voilà. Actuellement, moi je trouve que Luminar c'est celui qui a le meilleur équilibre. J'utilise encore du software de Adobe, puisque ça fait très longtemps que je l'ai. Et puis en plus, moi il me fait un peu de tout pour en parler évidemment. Mais je trouve la relation qualité-prix est plus abordable chez Luminar ou Affinity Photo par exemple. Voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut.
Alors maintenant, on va parler d'accessoires optionnels, mais que tôt ou tard, tu vas prendre. Ben, le nettoyage, par exemple. Alors, je parle même pas du nettoyage capteur, qui est là, il peut être un petit peu une aventure pour ceux qui connaissent pas. Mais je parle le nettoyage externe, c'est-à-dire une petite poire pour souffler la poussière, des microfibres pour nettoyer, des trucs pour nettoyer les filtres ou les lentilles avant de ton objectif, choses comme ça. Donc tout ça, même si ça n'a pas l'air très cher, ça commence à s'ajouter au budget. Tu vas peut-être mettre une protection d'écran sur ton... De même qu'il y a sur les smartphones les protecteurs d'écran, ben là pareil, ça existe aussi pour les appareils photo. Tôt ou tard, tu prendras un trépied, donc ben, ça c'est aussi un coût à prévoir. N'oublie pas qu'un trépied vraiment de base super bon marché, normalement, rapidement, tu en prendras un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc là, il faut mieux acheter quelque chose qui tient la route. Donc c'est pareil, ça va être une dépense qu'il faut prévoir dans le budget. Peut-être des filtres, alors pas forcément des filtres pour protéger l'objectif, mais peut-être des filtres parce que tu veux un polarisant, ou tu vas avoir des filtres ND pour couper la lumière, choses comme ça. Donc voilà, petit à petit, ça a l'air de mettre ça t'en as pas besoin dès le départ, mais rapidement tu vas sûrement dépenser de l'argent là-dessus, donc n'oublie pas que faut le prévoir aussi dans le budget. Point numéro 9. Alors, toi, ton intention, c'était d'acheter ton premier appareil photo pour faire un style de photo. Dans ta tête, tu disais, ouais, j'ai le gamin qui joue au football tous les week-ends, je vais lui faire des photos, ça va être super. Donc, tu achètes ton appareil photo avec l'objectif de kit. Et malheureusement, quand le gamin il a plus de 10 mètres, il est de plus en plus petit, plus il est loin, plus il est petit, ça finit, quand il est à l'autre bout du terrain de foot, c'est 9 fourmis sur tes photos. Donc, il va falloir prévoir un téléobjectif. Ou c'est pas le gamin, mais tu voulais faire de la photo macro. Et là, tu vas dire, bah ouais, mais avec l'objectif de kit, je peux pas faire ça. Donc, il va falloir y penser. Alors, il y a des gens qui sont toute leur vie avec l'objectif de kit, ils sont ravis, il n'y a aucun problème. Mais si ton intention, c'est de faire un style de photo et que l'objectif ne permet pas de le faire, eh bien, il faut déjà penser à cet objectif qui correspondra à ce que tu veux faire. Et ça sera incontournable tôt ou tard. Donc, dans le budget, il faut aussi le prévoir. Alors, ne fais pas l'erreur aussi d'acheter un objectif pour l'acheter. Ah, ben tiens, j'ai pas de super télé, je vais en acheter un. Ah, j'ai pas de super grand angle, je vais en acheter un. Dans ce cas-là, tu n'écouterais même pas ma vidéo, parce que ça veut dire que les coûts ne sont pas un problème pour toi. Donc tu prendrais, et ça serait pas grave, si tu peux te le permettre, tu prends, c'est tout. Mais si tu as un budget limité, ne commence pas à acheter de tout et n'importe quoi. Réfléchis un petit peu à ce dont tu as besoin. Mais oui, tôt ou tard, tu auras besoin d'un objectif. Je dis un deuxième, ça peut être un troisième, ça peut être un quatrième, mais qui correspond à une activité photographique que tu veux faire, que tu ne peux pas faire avec le kit de base. Voilà. Et le dernier point, c'est le point que les gens oublient le plus, et c'est bien dommage. Quand on parle de photographie, on parle de lumière. Et il y a deux types de lumière, celle qu'on subit ou celle qu'on met nous-mêmes, qu'on éclaire. Donc quand on subit, quelquefois c'est bien, quelquefois c'est pas bien, mais quelquefois on peut rien faire, quelquefois on peut faire quelque chose. En paysage, par exemple, mis à part revenir à une autre heure où le soleil est différent, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, il y a énormément de photos, que ce soit du portrait, que ce soit des produits, des objets, des choses comme ça. On peut décider de la lumière qu'on va mettre dessus. Donc, tôt ou tard, il faudra que tu penses à un flash ou de la lumière continue, peut-être un déclencheur, un pied de flash, un pied de lumière continue, ça. Il y a plein d'options, mais n'oublie pas que plus tu vas avoir des connaissances en photographie, plus tu vas te rendre compte que ce contrôle de la lumière est important. Donc il faut aussi le prévoir dans le budget. Tôt ou tard, il faudra que tu rajoutes du matériel d'éclairage. Alors certains vont me dire, ouais, mais l'appareil vient déjà avec un petit flash. Ouais, c'est vrai. Et pas tous. Mais oui, c'est vrai. Mais ces petits flashs, c'est comme mettre un sparadrap sur une jambe cassée à peu près, tu vois, pour donner une image de la qualité de ce genre de flash. Voilà, donc c'est vraiment un truc super basique qui peut te sauver un moment parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre option, mais tôt ou tard, si tu veux des photos de qualité, tu vas forcément mettre un éclairage de qualité, donc tôt ou tard, tu vas prévoir du budget pour ça. Et bien voilà, 10 points que je pense que beaucoup oublient. Et c'est dommage parce que ça peut être frustrant d'ailleurs. Des gens qui ont fait des économies pendant longtemps pour acheter un appareil photo, ils achètent enfin l'appareil photo de leur rêve et ils se rendent compte, tout de suite ils sont bloqués. Alors qu'ils auraient pu prendre un appareil peut-être moins cher et avoir de la marge encore pour ces 10 points qui sont importants. Voilà. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile, j'espère qu'elle t'a plu.
Mais avant de te dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va, ce qui ne va pas, bon, enfin tout ce que doit faire un prof logiquement. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, enfin bon, chose logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. L'appel est gratuit, hein, c'est sympa de dire que c'est de ma part quand tu leur téléphones, et tu leur exposes un petit peu tes intentions d'information pour qu'ils t'expliquent quelle est la formation qui correspond le mieux, le plus à tes besoins et tes envies. Ils te parleront aussi des tarifs, mais moi je vais te parler de la manière de financer. Alors il y a plusieurs manières. La première, c'est très élégant, ça s'appelle l'autofinancement. Tu te penses que tu es banquier, mais en fait je te traduis, ça veut dire tu as l'argent, tu payes, c'est aussi simple que ça, comme nous, comme moi, comme nous tous, quand on achète des choses, ben, en général c'est comme ça. Il y a aussi la possibilité d'utiliser ton CPF, compte personnel de formation. Alors, c'est quoi ça? Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule, un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors beaucoup, quand je leur dis ça, ils me disent oui, j'ai du pécule accumulé, je vais l'utiliser à la retraite. Alors attention, à la retraite, ça sera possible que si tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Et tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Mais si tu n'étais pas inscrit avant de partir, tu as perdu ton pécule et tu ne pourras pas te réinscrire, tu n'auras pas d'inscrire une fois à la retraite. Ça, oublie. Donc inscris-toi bien avant de partir. Autre possibilité, peut-être que tu es demandeur d'emploi, donc mis à part de souhaiter trouver du travail qui te plaît et qui soit bien rémunéré, tu peux toujours parler avec ton conseiller chez France Travail, Pôle emploi, lui exposer tes intentions de formation à la photographie, lui parle d'Arvia et il t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement de ta formation. Revenons sur le CPF. La loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps. Elle n'était toujours pas appliquée, mais c'est chose faite depuis, déjà, ça fait un moment, le 1er mai 2024. Mais les rumeurs traînent encore, comme quoi il faut payer 30% de sa poche, en plus de mettre le petit pécule du CPF. Et c'est complètement faux. En fait, il y a juste à rajouter 100 euros, et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, si tu penses, 30%, je ne peux pas me permettre, non, oublie, c'est 100 euros. Donc, ça serait dommage de perdre ton pécule et ne pas l'utiliser pour te former. Mais comme j'ai dit, le mieux, c'est de parler avec Arvia. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr pour la version française et mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. Alors n'oublie pas, comme je l'ai dit avant, si jamais tu as acheté chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo, c'est marqué, voilà, et tu le mets là, et bien voilà, tout le monde content, toi, moi, et c'est super. Je te laisse aussi en description des liens de Luminar Neo et Aperti, et n'oublie pas, avec le code ERIC10, tu as 10% de remise extra, en plus des offres qu'ils ont, donc profites-en, tu fais de grosses économies. Mille merci, parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi mon compte PayPal, au cas où tu as fait un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!